Oui. Donc est-ce que Arnaud Montebourg devrait se rallier à Jean-Luc Mélenchon? Moi, je le pense. Je le pense, il faut une dynamique d'union, quelle qu'elle soit, même si on n'est pas d'accord sur tout, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. C'est mieux une dynamique d'union, ne serait-ce que pour clarifier le débat politique. Alors, ça ne suffirait peut-être pas, Jean-Luc Mélenchon, pour être au second tour, ça bien sûr, dans le contexte actuel. Mais en tout cas, on aurait la clarification d'un message politique et puis peut-être remettrait-il en cause un certain nombre de ses positions qui sont parmi les plus contestées, pour justement faire aussi ce travail de plateforme, de convergence de la gauche et des écologistes vers une proposition politique digne de ce nom et respectable vis-à-vis de l'électorat. Il a votre préférence, là, Non, parce que moi, je ne prends pas position dans cette campagne. J'observe en tant que responsable politique expérimenté qui a mené une campagne, notamment une campagne présidentielle, qu'à un moment, et ça se voit, on le voit dans les autres pays d'Europe, où les sociodémocrates sont arrivés au pouvoir même en Allemagne, dans le cadre d'une coalition, qu'à un moment, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous l'aviez depuis le début, on dit que... Vous aviez quand même dit sur LCI une fois, je me souviens, que vous pourriez effectivement choisir Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez dit une fois. Non, mais dans le cas d'une dynamique, d'union, bien sûr. Si Jean-Luc Mélenchon était le représentant de l'ensemble des forces de gauche, c'est ce que vous laissez entendre. Voilà, j'ai toujours dit, si la gauche arrive à s'unir, sinon, si la gauche ne s'unit pas, elle n'est pas au second tour. Donc, si la gauche ne s'unit pas, elle n'est pas au second tour. Donc, la question du second tour sera comment est-ce qu'on fait pour avoir quand même un débat républicain démocratique au second tour en essayant d'éliminer l'extrême droite du second tour. Ouais, c'est aussi le calcul de Jean-Luc Mélenchon qui lui parle de trop de souris. J'aimerais qu'on revoie notre sondage quotidien IFOP fiducial. Jean-Luc Mélenchon s'y affiche à 10%. Il est juste derrière Éric Zemmour désormais à 1,5 point. Et derrière lui, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Fabien Roussel pour les candidats de gauche. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et cette porte, elle reste entrouverte, en tout cas avec le Parti communiste. Si Fabien Roussel me rejoint, on a une chance d'arriver au second tour. Écoutez-le. La semaine dernière, je crois déjà, nous étions à 12,5. Et je vois que mon camarade Fabien Roussel arrive à 2, et des fois même à 3. Et que si on nous additionne, poc, on est au deuxième tour. Donc ça, oui, ça me fait réfléchir. Je leur redis que si nous étions ensemble, à cette heure, nous changerions complètement la face de la préparation de l'élection présidentielle. Ça changerait complètement la face de l'élection présidentielle. Est-ce une utopie, ce qu'il dit, je suis au port du second tour, ou est-ce qu'il y a une réelle possibilité à l'heure où le ticket d'accès au second tour est en train de baisser? C'est pas une utopie, mais c'est une amicale pression entre camarades ou ex-camarades, puisque je rappelle que lors des 2 précédentes présidentielles, eh bien, les communistes s'étaient rangés au panache, non pas blanc, mais rouge, de Jean-Luc Mélenchon, lui apportant au passage quelques parrainages et signatures qui risquent de faire défaut cette fois-ci. Mais c'est une autre histoire. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il est dans son rôle, il est en dynamique à gauche, si on peut dire. Il exagère un petit peu sur le deuxième tour, parce que passer de 11-12 plus 2, ça fait 14, on est quand même loin des 18-20 qui devraient être à peu près le seuil de qualification. En tout cas, il se rapproche d'Éric Zemmour. Mais ça peut créer une dynamique. Et ça peut effectivement créer une dynamique. Et on se souvient que, si ma mémoire est bonne, en janvier 2017, il était à peu près au même niveau. Et les 3 mois de campagne lui avaient permis de siphonner dans un système de vase communicant le candidat du PS, Benoît Hamon, et d'arriver à 18% à l'issue effectivement d'une très belle campagne. Quoi qu'on pense sur le fond, je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait fait la plus belle campagne en termes d'innovation technique, de discours. C'est un très bon orateur, etc. Maintenant, il faut quand même relativiser. Dans votre rolling, IFOP pour LCI, le total gauche est à 24,5. 24,5, vous le disiez tout à l'heure, 40%, Madame Royal, des Français se disent à gauche, mais 24% vont voter à gauche. C'est moins d'un quart de l'électorat. C'est un record historique depuis, je crois, 1965. Je pense que c'est évidemment le signe d'une absence totale de dynamique. On a le sentiment qu'à part Jean-Luc Mélenchon, chacun gère un petit peu ses petites parts de marché électorales. Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et désormais Madame Taubira, de manière non pas à jouer cette élection présidentielle, mais à jouer la suite, évidemment, et à essayer de se positionner en leader de cette gauche. Or, le leader de cette gauche, il n'y en aura pas, à l'évidence. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est devant,
quand même sur des positions assez irréconciliables, je cite Manuel Valls, avec les autres candidats de gauche, et puis que ni Anne Hidalgo, ni même Yannick Jadot, même si la dynamique semblait du côté de l'écologie à gauche en France, ne semble en mesure d'enclencher un leadership sur ce camp. Il n'y a pas de traduction électorale, effectivement, entre cette envie ou cette opinion ou ces idées qui sont dans la société française de gauche et les scores des différents candidats dans les enquêtes d'opinion. La question, c'est où sont passés, où est cet écart? Est-ce que ce sont des abstentionnistes, ce sont des électeurs de gauche qui sont chez Emmanuel Macron aussi? C'est toute la question et c'est ça aussi qui fera une différence dans les mois qui viennent. Mais où ils sont passés, je voudrais quand même rappeler, parce qu'on dit beaucoup, effectivement, c'est un record historique de faiblesse de la gauche. Vous prenez le total gauche à la sortie du premier tour de 2017, il n'atteint pas 30%. On n'est pas passé quand même de 40 à 25% aujourd'hui. La faiblesse d'offres et de succès de la gauche, il y a 5 ans déjà. Déjà parce qu'on croit que c'est... Non, c'est particulier. Ce qui est triste, c'est qu'effectivement... quand on n'a plus rien à dire, il reste le pire à se partager aujourd'hui entre ces leaders de gauche, c'est-à-dire l'inimitié. Ils ne s'aiment pas. Parfois, ils se haïssent même pour des raisons anciennes. Et c'est aussi un des aspects. Malheureusement, la politique, c'est aussi ça, Ségolène Royal. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de travail de reconstruction idéologique. La social-démocratie... On compare à l'Allemagne, c'est très différent quand même en Allemagne. Hein. Mais il n'y a pas une offre. Moi, hier, je recevais Anne Hidalgo. Sur plusieurs points de programme, elle a séché. Ça reste quand même assez scolaire. Et on ne peut pas dire que ça pétille, le programme d'Anne Hidalgo, dans le sens où il n'y a pas un renouvellement des propositions spectaculaires. Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul. Alors aujourd'hui, effectivement, il peut grâce à son talent, à son savoir-faire et à son professionnalisme. De savoir si les gens s'aiment ou s'aiment pas. Non, on est parti d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, il se rallie à personne. Bon, parce que personne ne lui met le tapis rouge, lui donne de l'argent, j'en sais rien. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a de l'argent en échange, hein, mais il y a parfois dans les ralliements aussi des enjeux financiers. Mais Arnaud Montebourg, pourquoi il irait se rallier à Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de leur passé? Si je peux me permettre, ce n'est pas une question de personne. La politique, c'est pas... 100 000 euros, c'est ce qu'aurait dépensé déjà Arnaud Montebourg pour sa campagne. Et ça fait partie des négociations. C'est ce qui se dit, en tout cas. Non, mais la question, la politique, ce n'est pas une question de personne, c'est aussi une question d'organisation. C'est-à-dire que la vraie question, c'est à partir du moment où la gauche est éclatée, les gens se disent, mais comment ils feraient pour gouverner ensemble ? Et même s'ils se rallient de façon artificielle, c'est quelles sont ensuite les forces politiques qui permettent la stabilité politique dans un pays énormément secoué par les différentes crises. Je pense qu'il va y avoir une aspiration très forte à l'accalmie, à la stabilité, à régler correctement les problèmes, à ne pas se disperser dans des réformes tous azimuts, l'espèce de réformite généralisée. Et c'est ça l'aspiration profonde aujourd'hui des Français. Donc ils vont regarder qu'est-ce qui va donner une stabilité politique. Et donc la dispersion de la gauche est doublement négative pour la gauche. C'est d'une part, effectivement, de ne pas déclencher une dynamique de convergence et donc de ne pas monter dans les sondages, d'une part. Et d'autre part, d'inquiéter pour la suite parce que les gens se disent, mais s'ils ne sont pas capables de mettre de côté leurs égos pour se rassembler, pour qu'on ait une offre politique, qu'est-ce que ça sera demain par rapport à la dispersion même des groupes parlementaires, de la bataille qui va continuer lors des élections législatives, etc. Vous voyez, donc c'est cette question-là politique de fond qui fait que les Français et que l'électorat de gauche, aujourd'hui, soit ne se prononce pas dans les sondages, parce qu'il y a une réserve de voix parmi les abstentionnistes en termes de réponse aux sondages. Donc comment est-ce qu'on va chercher ces abstentionnistes? Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut comme débat du second tour? Je pense que l'avenir de la France, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme débat du second tour. Et c'est vrai que si la gauche n'est pas en capacité d'être au second tour, il est souhaitable d'avoir un débat entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et pas un débat contre l'extrême droite où le vote sera uniquement un vote de barrage. Vous dire que le vote utile aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse? Le vote utile aujourd'hui à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il est devant et c'est lui qui peut faire le rassemblement. Si ce rassemblement n'a pas lieu et s'il n'est pas capable d'être au second tour pour qu'on ait un vrai débat
au second tour, le vote utile sera Valérie Pécresse. C'est ce qu'avait écrit Thomas Piketty dans Le Monde, dans une tribune qui m'avait beaucoup frappé il y a une dizaine d'années. Le vote utile, pour vous, ça peut être Valérie Pécresse. Le vote utile démocratique. Démocratique. Si on veut un vote de choix et pas un vote de barrage, et pas reconnaître vous votez pour moi parce qu'il faut éliminer l'extrême droite. Si on veut vraiment avoir un débat et que la gauche, même si elle n'est pas au second tour, puisse peser dans ce débat pour que les grands choix sociaux, écologiques, démocratiques soient faits par celui ou celle qui va nous représenter demain. Il vaut mieux 5 ans de Valérie Pécresse que 5 ans d'Emmanuel Macron. C'est pas ce que je viens de dire. On est dans une dynamique électorale. Oui. Ça dépend ce qu'ils vont dire. Ça dépend comment ils vont être capables de faire le rassemblement. Ça dépend comment la gauche va pouvoir peser sur ce choix utile de la configuration du second tour de la présidentielle. C'est ça qui va se jouer. Mais c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous, électeurs de gauche, admettons qu'il y a un second tour Pécresse-Macron, il vaut mieux voter Pécresse ? Ça dépend ce qu'elle va dire. Et ça dépend comment la gauche va vous l'envisagez ? C'est possible. Mais j'en envisage rien pour l'instant. Je vous dis que politiquement, le vote utile, il sera là si la gauche ne peut pas être au second tour. Mais politiquement, il va falloir que la gauche pèse par rapport à ce que vont faire les électeurs. Les électeurs de gauche, à ce moment-là, vont avoir un rôle majeur à jouer dans un second tour entre Emmanuel Macron et Pécresse. Alors, il y aura des tentatives de ce qu'on appelle la triangulation, ce mot affreux en termes politiques, c'est-à-dire qui va être capable. On a vu d'ailleurs un début de débat sur la question du maintien ou pas, ou de la suppression des postes de fonctionnaires, puisqu'il y a une petite erreur là qui a été faite par Valérie Pécresse, dans laquelle Macron s'est immédiatement engouffré en disant le contraire d'ailleurs de ce qu'il avait dit au début. Non, moi je maintiens les fonctionnaires. Il n'y a aucun leader de droite qui pour l'instant est revenu sur cette proposition. Oui, mais c'est ce qu'on va voir. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant la campagne. Parce qu'en période de d'effondrement du système de soins, de grandes difficultés dans l'éducation nationale, si on ne revalorise pas ces secteurs au moment où les 10% les plus riches dans le pays et à l'Europe et au niveau mondial même se sont enrichis de 10 fois par rapport à ce qui se passait avant la pandémie, si personne ne pose le problème de la redistribution des revenus, la gauche n'ira pas voter. Donc si ces questions-là sont réintégrées dans une dynamique, comme c'est fait dans d'autres pays européens d'ailleurs, à ce moment-là, le jeu est ouvert. Avant de retrouver Julie Arnaud, une petite parenthèse. Voilà, j'en profite parce qu'il y a un petit instant de silence sur ce plateau. Regardez, c'est un rendez-vous à 11h. Ce sera en direct, évidemment, sur LCI. Emmanuel Macron qui prend la parole devant le Parlement européen pour définir ses priorités pour la présidence française de l'Union. Ce sera l'une des grandes thématiques qu'on va développer aujourd'hui. Juste avant, puisqu'on parlait de la gauche, elle a encore des choses à dire. Vous pouvez tout vous permettre, Ségolène Royal. Le bandeau, il y a un petit lapsus. Je n'ai pas parlé de détails démocratiques, mais de détails bureaucratiques par rapport à la... Oula, on va corriger ce bandeau. Heureusement que Ségolène Royal est là. Vigilante. Oui, c'est bien. On changera. Merci Madame Royal. La gauche qui a des choses à dire. En démocratie, c'est bien un détail bureaucratique dont j'ai parlé. C'est le dépôt administratif. Dans les librairies. Oui, on va parler de la gauche et ça va faire le lien avec la discussion juste avant. 2 livres qui sortent ces prochains jours. Regardez, pif paf, celui de Bernard Cazeneuve, Le sens de notre nation, un entretien avec le journaliste François Bazin chez Stock. Et puis le livre de Jean-Christophe Cambadélis, ça sort le 6 février, hier, aujourd'hui et demain. Donc l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur d'un côté, de l'autre l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. On va commencer avec le livre de Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, je trouve que ça fait très aussi affiche de campagne, cette couverture en quelque sorte de Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, c'est pour dans 5 ans alors, parce que là il est un peu tard quand même. On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il n'est jamais trop tard. Le nom avait d'ailleurs circulé il y a quelques mois de cela sur Bernard Cazeneuve, et il a rejoint Bernard Cazeneuve l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, regardez l'organigramme qui a été dévoilé par la candidate du Parti Socialiste il y a quelques jours. Il est tout en haut, on va faire un petit zoom sur l'organigramme. Il est au même niveau que Martine Aubry en tant que conseiller spéciaux, les deux, on imagine. Et pourtant, quand on écoute Bernard Cazeneuve ce matin à la télé, oui, il est bien aux côtés de la candidate socialiste. Les socialistes ne se sont pas préparés comme ils auraient dû le faire à cette échéance. Ensuite, après la phase d'impréparation, nous sommes avec le contexte que nous connaissons dans une phase d'improvisation. Et précisément, Anne Hidalgo a eu raison de sortir son projet, et elle a raison désormais de faire campagne autour de son projet pour essayer d'inverser la tendance.
Voilà, donc quel enthousiasme. C'est ça. Avec des amis ou des conseillers spéciaux comme ça. Pas besoin qui en plus publient leur propre programme. On l'a rarement vu très enthousiaste aussi, hein, Bernard Cazeneuve. C'est la bonne idée, il fallait les donner à la candidate. Et le second ouvrage qui lui paraîtra donc le 6 février, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Et là, il est sorti et il me l'a envoyé un peu tout à l'heure, donc j'ai pu le consulter. Il y a des passages notamment sur vous, Ségolène Royal. Il est au cœur de la machine à Camba, comme on le surnomme, au sein du PS. Et il revient notamment beaucoup sur l'épisode 2005, 2006, 2007, 2008. Et ça vous concerne bien évidemment. Parlant par exemple, pour moi Ségolène Royal, à l'époque de votre campagne présidentielle, est un chemin de traverse, un substitut provisoire, une nécessaire redéfinition de la gauche, même si sous l'impulsion de sa conseillère, ancienne de la Ligue communiste révolutionnaire, elle produit de nombreux concepts autour d'un caire avant l'heure. Donc je vous félicite aussi d'avoir fait ce caire. J'ai aucun conseiller qui m'ont... Bon, ben voilà, comme ça vous réagirez. Et ensuite, plutôt favorable à vous, il parle de certaines années où le PS est out dans le débat, notamment sur la sécurité, sauf Ségolène Royal, qui propose d'envoyer l'armée notamment dans les banlieues. Place de la République devant une nuit de caméras, je me risque à un jeu de mots. Ségolène Royal, ce n'est plus l'ordre juste, mais juste l'ordre. La formule a un certain succès. Au final, elle renforce la spécificité de Ségolène Royal. Alors j'ai envie de vous dire, quel livre de chevet, celui de Camba ou celui de Bernard Cazeneuve pour vous? Ni l'un ni l'autre. Je lis Dostoïevski en ce moment, l'adolescent. L'idiot. Non, l'adolescent. C'est dit. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci, Elisabeth.